bienvenue à ce webinaire. Donc, Nathalie m'a présenté. Je voudrais dire deux mots sur la NFH, rappeler que la NFH est un organisme paritaire donc, qui associe dans ces instances des représentants de la Fédération hospitalière de France et des partenaires sociaux, et que la présidence de l'instance dirigeante, on va dire, est assurée en alternance par la Fédération hospitalière de France et les partenaires sociaux. Et cette année, le président est Jérôme Fagnier pour la CFDT, et qui m'a délégué donc le fait de le représenter pour cette réunion. Dans les valeurs de la NFH, il y en a un certain nombre. Il y a la mutualisation entre établissements qui permet aux plus petits établissements de bénéficier de formations qu'ils ne pourraient pas se payer tout seuls. Et puis, il y a deux valeurs qui sont très importantes également, et la formation dont on parle aujourd'hui en est l'exemple, c'est l'adaptabilité et la réactivité. La réactivité à l'actualité et aux besoins des établissements, et l'adaptabilité à tous les besoins exprimés par tous les établissements qui adhèrent à la NFH, que ce soit des établissements sanitaires de soins, donc soins généraux ou soins psychiatriques, des établissements du médico-social, côté handicap ou côté grand âge, et puis des établissements spécialisés dans l'enfance. L'originalité de cette formation, c'est une co-construction, donc sous le pilotage de Annie Clavis, avec des représentants d'établissements, donc des gens du terrain. Donc c'est bien une formation faite par et pour les gens du terrain, avec l'accompagnement d'un prestataire qui a adhéré bien sûr à cette démarche globale. Il faut remettre la chose dans le contexte. Depuis, alors j'ai un peu de mal à le situer maintenant, mais je pense que ça fait à peu près 25 ans, le diplôme d'infirmier a été unifié. Donc on a une seule voie pour devenir infirmier, et nous savons tous, et c'est une des raisons de notre présence aujourd'hui, que la psychiatrie n'a pas forcément la part belle dans les enseignements. D'où la nécessité de proposer quelque chose aux infirmiers qui prennent leur poste, qui débutent en psychiatrie, parce qu'on ne prend pas en soin un patient atteint de troubles mentaux comme on prend quelqu'un qui a une appendicite. C'est-à-dire qu'en somatique, on est capable d'assez bien cerner, quantifier, prévoir une durée de séjour. En psychiatrie, c'est beaucoup plus compliqué. L'autre élément important, c'est le déploiement à l'échelle de la région Hauts-de-France, qui est quand même la troisième région de France. Il ne faut jamais l'oublier. Et la présence des uns et des autres aujourd'hui témoigne de cette large répartition territoriale. Je lance d'ailleurs un tout petit message. Je pense que nous aurions intérêt à peut-être parfois encore plus discuter entre nous, établissements psychiatriques singulièrement, et je voulais terminer là-dessus, à un moment où l'actualité autour de la psychiatrie nous rattrape un petit peu brutalement, et où un établissement est un petit peu mis, malgré lui, sous les feux de la rampe. Le problème de notre activité, c'est que un jour, on nous reproche d'enfermer les gens et de les abrutir avec la chimie, et le lendemain, on nous reproche de les laisser sortir un peu trop facilement. Oubliez Ah, on t'entend plus, Laurent. De communication. Pour ceux qui en ont construit récemment, ne comporte pas de barreaux aux fenêtres, et la problématique des droits et libertés des patients est au cœur de notre action. Donc je pense que plus que jamais, cette formation s'inscrit dans l'actualité. Donc moi, je voulais remercier tous ceux qui ont conçu ce programme, remercier la NFH, bien sûr, pour l'avoir permis, remercier les premiers
je vais utiliser un terme peu élégant, mais les premiers cobayes qui ont suivi cette formation. Et puis, eh bien, écoutez, je vais laisser maintenant les autres intervenants pour le déroulement de ce webinaire. Écoutez, bonne visio à toutes et tous et écoutez, profitez bien de cette séance. Merci. Merci Laurent. Donc moi-même, je ne me suis pas présentée, Nathalie Delgrange, déléguée régionale. Donc pour poursuivre l'introduction, déjà vous remercier d'être présent, hein. Nous attendions une vingtaine de personnes qui représentent 9 établissements. Je ne sais pas si tout le monde est là avec les soucis de connexion et potentiellement peut-être d'autres, hein, qui n'avaient pas pu confirmer mais qui marquaient un intérêt pour participer à ce format webinaire. Nous n'avons pas donc pu réaliser notre journée régionale en présentiel. C'est pour cela donc on a voulu tout de même assurer cette présentation de sorte à ce que le déploiement de ce dispositif puisse se concrétiser sur 2022. D'où donc la présentation qui va suivre en partition avec Annick et la phare, hein, qui a été notre prestataire accompagnateur dans la construction et dans la réalisation donc de l'expérimentation et qui sera aussi donc le prestataire pour les établissements qui souhaitent déployer le dispositif sur 2022. Je remercie aussi la présence de la coordination nationale, hein, avec Quentin Antoine et Lydia Riva de la cellule stratégique, hein, qui ont soutenu ce projet puisque ce projet a une dimension nationale, hein. Il a bénéficié à la fois des fonds régionaux mais également des fonds nationaux pour le construire et puis assurer un déploiement au-delà des frontières des Hauts-de-France, mais aussi sur l'ensemble des territoires de la NFH. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, ce projet a pris son origine, telle que l'a évoqué Laurent, donc en réflexion sur 2019, et puis a vraiment démarré dans sa construction, dans sa co-construction, depuis 2020, début 2020, avec l'originalité effectivement de ce projet qui a été donc de décider d'une expérimentation de sorte à assurer donc des recommandations permettant de pousser au plus loin la qualité de ce dispositif qui sera déployé sur 2022. Merci encore donc au groupe projet qui s'est mis en place puisque ça a été une belle aventure et on a pris plaisir, je pense, tous ensemble à cet aboutissement pour lequel donc on est ravis de vous en faire part, à la fois sur la présentation qui tient compte des recommandations, mais également des témoignages. Et je remercie Samuel Venel, qui va aussi donc, à un moment donné, nous apporter une petite séquence de témoignages sur l'expérimentation qui a lieu chez lui, qui sera complétée aussi par celle des autres établissements qui sont présents aussi avec nous, qui ont participé à cette expérimentation. Voilà, nous avons donc jusque midi entre nous. Si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat ou à lever la main. Et puis, l'idée, c'est de pouvoir donc être en interaction sur cette présentation. Voilà. Donc, Annick, je vous laisse la parole pour apporter quelques éléments complémentaires sur la genèse, hein, du dispositif. Et ensuite, donc, notre prestataire, donc, en la présence de Dr Montfort et Mathilde Stéphano, qui était pilote aussi du projet, de présenter effectivement ce qu'il en est. Merci Nathalie. Donc, je vais partager mon écran pour dérouler le diaporama. Est-ce que vous le voyez? C'est un peu petit. Un peu petit? Voilà. Alors, c'est mieux? Là, c'est bien. Ça vous va? Oui, ça nous va. Parfait.
Voilà, donc le contenu de cette matinée, après les propos introductifs que vous venez d'entendre par la bouche de Monsieur Laurent Ménil, vice-président, et Madame Delgrange, déléguée régionale Hauts-de-France, vous proposera donc une présentation de la formation en tant que projet, ses objectifs, le public cible de cette formation et son contenu. Une précision également sur les principes pédagogiques qui ont été arrêtés pour le meilleur bénéfice potentiel post-formation pour donc les IDE nouvellement recrutés dans leur professionnalisation et leur parcours d'intégration. Alors suivra une présentation de la plateforme e-learning avec les éléments de navigation, de manière à ce que vous ayez aussi une vision réaliste de comment la plateforme se présente, comment les modules sont articulés, comment on peut voyager d'un contenu à l'autre. Un temps sur les prérequis également, de manière à pouvoir vous permettre de manière aisée le déploiement à l'interne de votre établissement. Comment aussi, une question se pose très couramment lorsque nous proposons des dispositifs hybrides qui mêlent à la fois des séquences à distance et des séquences en présentiel, comment en fait ces différents temps s'articulent et quels sont en fait les meilleurs repères à fournir aux établissements et au public concerné pour maximiser en fait son temps de formation. Puis viendra en fait l'évocation du suivi de cette formation, de son évaluation également. Donc évaluation de la formation en elle-même, mais aussi de notre dispositif. Puis un temps pour vous permettre d'avoir les éléments d'information sur comment mobiliser le dispositif et les outils que la NFH mettra au service de votre déploiement, ainsi que les conditions de financement. Et bien sûr, les interlocuteurs à contacter pour pouvoir en bénéficier ou pour toute question en fait, que vous souhaiteriez nous poser à ce sujet. Donc, comme le disait Nathalie, notre dispositif est inscrit au portefeuille des projets nationaux depuis 2019, suite à candidature de la NFH Hauts-de-France. Donc, une construction en fait, qui s'est déroulée en mode projet, donc c'est l'originalité aussi de notre développement et qui a associé sur une période de 18 mois une équipe de professionnels experts pluridisciplinaires en lien avec les pratiques infirmières issues d'établissements aussi représentatifs que possible du secteur. Donc ont été impliqués le PSM de l'agglomération lilloise en la présence de Madame Brisbou et de Monsieur Venel, cadre supérieur de santé. Nous avons eu également la participation de Madame Poulain et de Monsieur Houpin, donc du centre hospitalier isarien, donc du CH Clermont. Donc, Monsieur Houpin, responsable des admissions, et Madame Poulain, qui était responsable de l'IFSI pédagogique et cadre de santé. Nous avons eu également la contribution de 2 médecins psychiatres, le docteur Diers, donc le PSM de l'agglomération lilloise, et le docteur Seban, médecin psychiatre attaché au CECOM, donc le centre de recherche communautaire de la région. Et également donc des infirmiers diplômés de la spécialité d'origine qui étaient donc impliqués dans 2 établissements régionaux, l'un pour le Nord-Pas-de-Calais et l'autre pour la région Picardie. Donc le groupe projet a également donc associé la phare avec la participation de Mathilde Stéphano, la directrice, du docteur Montfort, médecin psychiatre, directeur pédagogique, et puis l'ensemble des équipes pédagogiques qui ont contribué tout au long du projet sur la proposition des séquences pédagogiques, la scénarisation, les prises de vue, et puis donc la NFH Nord-Pas-de-Calais pour la coordination du projet. Alors, pour resituer un peu les étapes clés du projet, donc sans aller dans le détail de chacune de ces 4 phases qui se sont déroulées donc de février 2019 au dernier trimestre 2021. Donc, vous voyez, c'est tout récent, en fait, la finalisation de cette
de cette étape projet. Donc, nous avons en fait entamé, pardon, excusez-moi, là j'ai un petit chat dans la gorge. Donc, nous avons en fait initié la construction de cette offre suite à l'accompagnement d'un travail de stage que j'ai eu l'honneur d'accompagner. Il s'agissait en fait d'une cadre de santé inscrite dans un master pédagogique multimédia qui nous a donc soumis pendant 6 mois en fait ce projet de construire un dispositif hybride à destination des infirmiers nouvellement recrutés en psychiatrie, étant elles-mêmes en fait attachées à des missions transversales sur la construction du parcours d'intégration. Et donc, en fait, je tiens à remercier la participation de Madame Duquesnoy de l'EPSM des Flandres, qui nous a poussé lors de l'étape de la conception, en fait, une étude de faisabilité vraiment très, très détaillée qui nous a permis d'amener par cette conception un livrable très abouti en termes de cahier des charges. Hein, donc, c'était aussi, je pense, une étape clé, facteur de succès pour que ensuite la partie production puisse se dérouler avec des repères de besoins thématiques, de types de médias à intégrer dans le dispositif, d'expérience des usages aussi du public cible, de trouver réponse dans notre phase de construction. Donc, cette seconde phase, pour cette seconde phase, nous avons bénéficié de l'investissement exceptionnel de l'équipe projet, je tiens même à le souligner, qui plus est dans une période contrariée par la crise sanitaire. Nous avons tout de même réussi à nous réunir à une quinzaine de reprises, tous ensemble, et avec des travaux intermédiaires pour scénariser, valider, mettre en test les contenus développés, avec bien sûr la proposition très importante, très riche et très soutenante de la phare. Je tiens aussi à souligner les principes de construction et de présentation des contenus sur la plateforme proposée par la phare, qui reste souple et qui donc peut facilement intégrer des contenus complémentaires et être réajusté autant que de besoin au fil de son déploiement. Le socle des apprentissages métiers est proposé à partir de supports vidéo, de mise en situation. Les contenus sont enrichis également de ressources documentaires et d'outils, comme une banque de données symptômes, par exemple, également des tests d'autopositionnement. Vous le verrez tout à l'heure lors de la présentation détaillée par la phare. Ce type de propositions, en fait, font que notre dispositif contribue à la professionnalisation recherchée. Je remercie également la forte mobilisation des 3 établissements qui ont expérimenté le dispositif au cours des 6 derniers mois. Donc, il s'agit de l'EPSM de l'agglomération lilloise, du centre hospitalier de Denain et du CHI de Clermont-de-Loise, qui ont donc mis en œuvre ce dispositif et ont donc pu également partager les conditions de leur mise en œuvre dans le cadre du bilan partagé que nous avons réalisé tout récemment. De la synthèse de ces retours, nous avons pu identifier de nombreuses recommandations. Vous le verrez donc au travers aussi la présentation de la phare, puisque ces recommandations ont été intégrées pour faciliter le déploiement. Également, nous avons pu noter quelques ajustements à opérer pour améliorer les articulations pédagogiques. Enfin, sur la partie évaluation et préparation du déploiement, ce que je souhaite aussi souligner au travers l'évaluation que nous avons pu faire, ce sont les recueils de besoins complémentaires et nouveaux qui nous ouvrent du coup plusieurs pistes d'évolution à ce dispositif et qui pourront démarrer également sur des marchés complémentaires sur la période 2022-2023. Donc, nous avons tenu compte en fait des remontées de besoins des sites expérimentateurs. D'autres viendront peut-être appuyer ces premières pistes d'évolution à donner à notre dispositif.
Donc, il s'agit pour les infirmiers débutants en psychiatrie de bénéficier d'options complémentaires pour les fondamentaux qui sont liés à des secteurs de prise en soins particuliers, tels que la pédopsychiatrie, la gérontopsychiatrie, les prises en soins des personnes en situation de handicap. Également, nous pensons ajouter une journée supplémentaire qui serait dédiée à l'approche systémique autour de la prise en soin du patient en équipe, au travers des ateliers de co-développement ou des escape games, par exemple, hein, pour rester dans des pédagogies innovantes. Et puis également de nouvelles offres donc, qui s'orientent sur un public différent que les IDE nouvellement recrutés. Donc une offre sur le même modèle en direction des aides-soignants, une offre sur la prise en charge somatique des patients en psychiatrie, donc là à destination des IDE, mais plus largement que les primo-arrivants. Et puis également une offre qui reprécisera le cadre législatif et réglementaire spécifique à la psychiatrie, donc à destination des responsables d'admission, des secrétariats médicaux et les médecins qui peuvent être intéressés. Donc voilà, en fait, un petit retour rétrospectif sur les différentes phases de construction de ce projet par la mise en évidence d'un certain nombre de facteurs clés et d'éléments d'enseignement que nous en retenons. Voilà, donc une dernière information avant de passer la parole à la phare, Mathilde de Stefano et le docteur Montfort, c'est vous préciser que le report de la journée régionale qui devait se tenir aujourd'hui est fixé donc en accord avec le musée d'art moderne qui continue de nous accueillir, sera donc le 5 avril prochain. Donc des communications vous parviendront très prochainement pour vous permettre de cocher cette journée régionale à votre agenda et de nous retourner les bulletins d'inscription. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et puis Mathilde va maintenant en fait compléter cette présentation. Bonjour, est-ce que vous nous entendez bien? Vous nous entendez? Oui. Oui, d'accord. Alors, effectivement, donc, on va d'abord reprendre les objectifs de cette formation. L'idée, c'était de développer une formation mixte en blended learning, donc distanciel et présentiel, adaptée aux besoins de ces infirmiers donc, qui... oui, il y a le public derrière. Il y a un petit mouvement, pardon. Qui sont nouvellement recrutés en psychiatrie. Alors, pas forcément que des jeunes infirmiers voilà, diplômés, mais ça peut aussi être des infirmiers qui ont eu une autre vie dans d'autres services et qui décident de se spécialiser en psychiatrie. L'idée de cette formation, c'était d'apporter des compléments théoriques et cliniques pour favoriser voilà, la réussite et l'intégration de ces infirmiers recrutés en psychiatrie. Alors, ce n'est pas de remplacer évidemment le diplôme qui existait jusque dans les années 90, mais c'est effectivement de pallier à ces besoins, ces nécessités dont on a évoqué au tout début de ce webinaire. C'est également d'encourager l'analyse des pratiques professionnelles, notamment lors des phases de présentiel, pour améliorer la prévention et la gestion des risques en psychiatrie. Donc, je laisserai le docteur Montfort nous en parler un peu plus tard dans la présentation. Et l'idée, effectivement, c'est que comme c'était une construction avec voilà, un groupe de cliniciens, c'était voilà, de proposer une formation avec des contenus de formation qui ont été validés par voilà, un grand groupe d'experts et ainsi voilà, d'être le plus près de la clinique et du terrain. Sur le public, donc on en a parlé
déjà un peu, mais le public cible, ce sont les infirmiers qui ont intégré la psychiatrie depuis peu, avec une ancienneté de moins de 2 ans. Alors, on a vu dans les groupes d'expérimentation que effectivement intégrer cette formation après une arrivée de 2 mois en psychiatrie, c'est pas forcément non plus bénéfique, mais on va dire que voilà, entre 6 mois et 2 ans d'ancienneté en psychiatrie, la formation prend toute cette dimension pédagogique. Et donc, ce sont des infirmiers qui sont diplômés selon le référentiel de formation en soins infirmiers actuels. Alors, pour le programme de la formation, alors je vais laisser la parole au docteur Montfort. Alors c'est parti, Mathilde, j'y vais. Alors, on a les 6 modules, on a fait un petit peu un jeu de prestidigitation, on a mis 4 modules dans un premier bloc qui occupe l'essentiel de la diapo, puis tout en bas, on a mis 2 modules qui occupent une surface un peu plus petite. Vous allez comprendre pourquoi on a séparé les 6 modules en une première partie et une deuxième partie. La première partie, c'est parce qu'elle fait l'objet à la fois d'un enseignement à distance et puis d'un enseignement en présentiel. Alors que les 2 modules que vous voyez en bas, l'enseignement se fait à distance. Alors, le premier pavé, donc le module 1, les signes et les symptômes en psychiatrie. Alors, pourquoi la personne qui a beaucoup travaillé en amont, si je ne me trompe pas d'identité, Madame Duquesnoy, pourquoi elle a baptisé un module 1, symptômes et signes en psychiatrie? Parce que la psychiatrie, c'est d'abord un pays étranger, et là on le voit bien avec cette interruption de séance, hein, au pays de la peur, au pays de la psychiatrie, donc c'est une représentation, et bien il y a un vocabulaire. C'est une langue étrangère, le vocabulaire de la psychiatrie, le vocabulaire de la santé mentale. Il y a à la fois le vocabulaire, alors pardon, du psychiatre, du cadre infirmier, des classifications à Genève, des classifications des Nord-Américains. Il y a un vocabulaire, on va dire, dogmatique, scientifique, dans les publications internationales. Et puis, il y a un deuxième vocabulaire de la psychiatrie et de la santé mentale, c'est le vocabulaire de l'usager, qui va dire « j'ai des manies ». Ça veut dire je suis envahi, ma tête est envahie par des idées et l'obligation de faire des choses que je ne peux pas m'empêcher de faire, je sais que c'est absurde. Donc il y a le vocabulaire des usagers, le vocabulaire des professionnels, et ces 2 vocabulaires, le nouvellement recruté, il faut absolument qu'il s'approprie ces 2 vocabulaires. Le vocabulaire de l'usager pour parler de sa détresse, et le vocabulaire de ceux qui vont assurer avec lui la prise en soin vers le rétablissement. Donc c'était capital, et là, merci à cette intelligence collective d'avoir mis en premier le vocabulaire de la psychiatrie, qu'on appelle signes et symptômes. Hein. Voilà, parce que si on ne possède pas une langue étrangère, si on se retrouve dans un pays étranger, on s'en va, on quitte le pays. Hein. Alors, ensuite, arrive en deuxième ligne, qui est appelée module 4, en fait, le mot qu'il faut voir dans toute cette ligne, c'est risque. C'est risque en psychiatrie. Et l'interruption de séance, là, c'était sur ce risque en psychiatrie, ce risque qui déclenche la peur. Alors, de quoi elle a peur, cette ASH, quand elle se rend sur son lieu de travail? Eh bien, elle a peur des risques en psychiatrie. Alors, quels sont ces risques? Eh bien, je vais faire, puisque j'ai 5 doigts, donc je vais en utiliser 3, je vais faire 1, 2, 3. Il y a un petit retard visuel. Alors, 1, c'est la violence sur les autres. Cette violence sur les autres, alors, elle n'appartient pas à la psychiatrie et à la santé mentale, c'est d'abord, je vais insulter, je vais agoniser, je vais disqualifier, je vais adresser des reproches à l'autre. Ça ne concerne pas la santé mentale, c'est les incivilités. Et les nouvellement recrutés, diplômés, ils ne vont pas avoir trop de difficultés parce qu'on a l'habitude de se faire insulter. Voilà. Mais on va rencontrer, avec plus de fréquence qu'ailleurs, de la violence physique. Violence physique, ça va être coups et blessures. Et puis, le degré le plus fort du coup et blessure, volontairement ou involontairement, alors qu'on a son libre arbitre ou pas, un coup et blessure, ça peut entraîner la mort. Et là, on va parler d'homicide en psychiatrie. Alors, c'est très rare. On en parle ni trop ni pas assez, mais on en parle mal, des homicides en psychiatrie. C'est pour ça que j'ai fait de la psychiatrie légale. Il faut mieux en parler, il faut trouver les mots justes. Donc voilà, la violence en psychiatrie, c'est ça il faut préparer
le nouvellement recruté à la violence en psychiatrie, qui va entraîner des pratiques appropriées ou non appropriées que vous voyez apparaître là sur le module 4, qui sont action, sétention, contention, isolement, etc. Voilà, donc la violence en psychiatrie, c'est il faut vraiment pétrir la patte de cette violence. 2, là, je n'ai fait que parler de la violence dirigée sur les autres, mais en psychiatrie, c'est la violence, la détresse, au point de se mettre en cause, de ne pas s'aimer soi-même, au point de vouloir se détruire. Donc, c'est les tentatives de suicide, et c'est ça qu'on voit aux urgences à 2 h du matin, un peu partout. Et puis parfois, ces tentatives de suicide aboutissent à la mort par suicide. Donc, le deuxième point, c'est la violence sur soi, ce sont les crises suicidaires. Et puis, la personne qui a fait l'introduction tout à l'heure, en charge de la responsabilité de tout un établissement, un gros établissement de psychiatrie, nous a rappelé l'actualité depuis 2 semaines, je ne sais pas pourquoi. C'est comme l'interruption de séance tout à l'heure, qui montre que bienvenue à cette formation qui est absolument urgente. Hein. Le 3e risque, c'est la violence sur les autres, la violence sur soi et crise suicidaire. Et puis, c'est elle a disparu au coin de la rue. En plus, cette chanson, elle a disparu au coin de la rue, ce sont les paroles d'une chanson d'un auteur-compositeur dont la maman était infirmière en psychiatrie dans l'établissement dont on parle dans les journaux depuis 15 jours. Et pour ne pas stigmatiser cet établissement, qui est comme le PSM Clermont-Gloise, heureusement, il y a eu des fugues en même temps dans le grand CHU d'à côté. Donc, ce n'est pas une histoire de PSM ou de CHU, c'est la psychiatrie. Et je pense que c'est la Nouvelle-Aquitaine, c'est l'Occitanie, et il y a un vent de liberté partout en France pour éviter action, sétention, contention. Hein. Et ce vent de liberté, il souffle peut-être plus sur la Nouvelle-Aquitaine et sur Toulouse. Donc, peut-être bravo au CHU de Toulouse et à l'EPSM Gérard Marchand. Donc voilà, ça, ce module 4, et voilà, il y a plein de représentations qu'il faut pétrir pour les nouveaux recrutés. Ensuite, la 3e ligne qui s'appelle le module 5, c'est, alors là, autant c'était facile de parler du module 1, au pays de la santé mentale, donc parler de ce vocabulaire, le module ensuite qui suit, les risques en psychiatrie. Là, avec cette 3e ligne, le module 5, il y a plein de choses. Il est très, très riche, ce module. Et le mot-clé qu'il faut faire monter, c'est les soins. Mais prise en soin. Parce qu'après, ça va être le soin individuel. Donc, cette prise en soin collective, cette intelligence collective auprès de celui et de celle qui est en situation de détresse psychologique, si vous voyez les mots, c'est le contrat de soins, le parcours de soins, l'approche pluridisciplinaire, pluriprofessionnelle, les médiations, et c'est pour ça, merci à ce musée d'art moderne, les outsiders, leurs normes, voilà, c'est les médiations. Heureusement qu'il y a les médiations, ce levier fantastique pour l'usager qui est en situation de détresse. Donc ce module 5, il couvre énormément de choses, et le mot-clé derrière les soins, pendant longtemps, moi le premier, et je demande pardon à tous ceux que j'ai accompagnés, on a une posture, et il faut inverser la posture, et c'est à cet usager, grâce à nous, grâce aux professionnels, de comprendre que c'est à lui de faire le travail. Le travail, il a été anéanti par des événements de vie traumatiques, il est anéanti, donc il est tombé au sol, et il s'agit de remonter, de se rétablir, et de renoncer à la vie qu'il avait avant, parce que cette vie a été cassée, mais d'essayer d'aller vers une nouvelle vie, une vie que les usagers appellent une vie pleine. Et donc ça, les outils de ça, c'est vous, c'est nous, c'est les professionnels, et c'est la réhabilitation psychosociale, les ateliers, les médiations, au service du rétablissement du patient. C'est lui qui fait le travail. Et puis on arrive à la 4e ligne qui s'appelle le module 6. Alors de nouveau, on retrouve le mot soin, le mot aide, mais là, il s'agit, c'est individuel, c'est l'infirmier tout seul, c'est l'aide-soignant tout seul, c'est l'ASH dont on parlait à l'instant qui a peur. Il s'agit d'installer une activité relationnelle. Et cette activité relationnelle, elle est innée, c'est-à-dire à la naissance, on est plus ou moins doué, on a plus ou moins de talent pour aller vers l'autre, cette activité relationnelle à l'autre, mais il faut aussi ajouter des compétences, un savoir-être, et ça, c'est l'objectif de ce
de cette quatrième ligne que vous voyez apparaître sous le titre module 6, relation de soins, relation d'aide. Et ça, ce bloc de 4 lignes, module 1, module 4, module 1, module 6, il y a la partie distancielle, donc le professionnel est tout seul face à son écran. Alors c'est ludique, il y a des jeux, il y a des vidéos, il y a des quiz, etc. Mais il est tout seul, tout seul. Et puis, il va s'intercaler et se succéder, il va y avoir une imbrication très bien vue entre cet apprentissage tout seul avec du présentiel. Voilà, ça c'est la première partie, distanciel-présentiel. Et puis les deux petites lignes là tout en bas, elles sont très importantes aussi. Mais elles sont l'objet, ça va être la personne toute seule face à son écran, à cette plateforme. Alors, on voit module 2, modalité d'hospitalisation, modalité de soins, droit des patients, responsabilité, soins sans consentement. Donc ça va être tout l'aspect juridique, tout l'environnement qu'il faut connaître et dont on n'a pas besoin ou très peu besoin. Le droit des patients, il existe en cardiologie, en pneumologie, voilà, mais il est beaucoup moins présent dans la tête de chacun, alors qu'il va être très très présent en psychiatrie. Donc c'est l'hospitalisation libre, comme dans les autres spécialités, mais c'est aussi les soins sous contrainte, avec ses déclinaisons, et il y a sur demande d'un tiers, sur demande du représentant de l'État, en urgence. Il y a des documents et il faut s'assurer de la cohérence des documents. Sinon, il y a cette personnalité qu'on est obligé, ce personnage qu'on est obligé de connaître quand on est en psychiatrie, le juge des libertés, qui va nous attaquer pas sur le fond, mais sur la forme, et donc une hospitalisation va tomber parce que les professionnels n'ont pas respecté la forme. La responsabilité professionnelle qui fait peur, parce qu'on s'engage, et si on a trop peur, mais on ne s'engage plus dans les soins. Voilà, donc ça c'est un module majeur et très spécifique à la psychiatrie. Et puis la dernière ligne, alors le mot-clé c'est le médicament, et malheureusement pour le médicament, parce que s'il n'y avait qu'un médicament panacéum et puis ma détresse psychologique est soignée, ça serait super. Non, alors c'est les médicaments, et il y a un nombre de molécules, mais incroyablement élevé, et puis ces molécules, elles ont un nom international, la dénomination commune internationale, DSI, et puis il y a le nom commercial, et puis il y a le nom générique, qui est souvent la DCI. Bref, il faut là, alors que d'habitude cet enseignement, je dis, il vaut mieux une tête bien faite qu'une tête bien pleine, là, il faut se remplir la tête avec des noms. Pourquoi faire cet effort de mémorisation de choses stupides qui sont des noms de molécules? Eh bien, c'est parce que le médicament, et c'est cette ligne, la première chose, c'est l'erreur médicamenteuse, et qui va engager la responsabilité de chacun. Donc, il va la surveiller, parce que si on injecte, alors pour parler à ceux qui sont nouvellement recrutés, si on injecte de l'insuline à monsieur A au lieu d'injecter à madame B, on a un coma hypoglycémique, et puis ça peut se terminer par le décès. Donc, et là, cette angoisse de manier le médicament et de faire une erreur est plus élevée en psychiatrie, parce que à côté des médicaments d'action immédiate, nous avons des médicaments d'action retard, mal nommés, d'action prolongée. J'injecte un produit et il va agir dans le cerveau pendant 4 semaines. Donc, en particulier, neuroleptiques d'action prolongée, les NAP, et là, il y a de quoi avoir peur. Donc, il faut diminuer, il faut tout faire, il y aura toujours des erreurs médicamenteuses. Heureusement, 97% des erreurs médicamenteuses sont bénignes. Alors, l'erreur médicamenteuse, c'est la première chose qu'il faut lire dans cette dernière ligne. Et la deuxième chose, qui est la plus importante, le médicament, ce n'est pas nous qui allons le prendre, c'est l'autre. Et c'est une vraie blessure psychologique que de prendre un médicament pour aller mieux. Et donc, spontanément, il y a un refus de prendre le médicament. Ou s'il y a une acceptation, je vais accepter quelques heures, quelques jours, quelques semaines, et je vais arrêter. Et donc, du coup, je vais revenir en psychiatrie. Donc, il faut vraiment, le rôle de l'infirmier, à côté de l'erreur médicamenteuse, c'est d'amener l'usager à aimer, mais avec précaution, son médicament au point de ne pas l'oublier. Et donc, de connaître les effets secondaires. Parce que s'il découvre lui-même les effets secondaires, il va penser que nous, les professionnels, on l'a trahi, on lui a pas dit qu'il allait être Tourette, par exemple. Ou qu'il allait avoir des hypotensions orthostatiques au point de ne plus aimer la vie. Donc, il faut absolument que l'infirmier soit un accompagnateur pour que le patient s'approprie le médicament et qu'il soit le premier à savoir que quand on prend un traitement A, il ne faut surtout pas prendre un traitement B parce qu'il y a une interaction fatale.
Donc là, il a l'air tout petit, l'approche médicamenteuse, et je pense que cette approche médicamenteuse est tout à fait modeste en psychiatrie, mais elle a tout à fait sa place. Et par contre, à côté de ça, bah, c'était les modules, c'est pour ça qu'il y avait toute la place 1, 2, 3, 4, 5. L'homme est un loup pour l'homme, et c'est pour ça que les patients arrivent en psychiatrie. Ils arrivent parce qu'ils sont en stress post-traumatique, avec des labels diagnostiques dont on va laisser ça aux experts de Genève. Mais l'homme est le seul remède de l'homme, c'est-à-dire c'est ce que vous avez baptisé l'activité relationnelle. C'est ça l'approche, c'est l'approche collective, l'intelligence collective des soignants pour que le patient soit auteur de son rétablissement. Et puis, accessoirement, mais c'est vraiment là, il y a ce médicament qu'il faut absolument connaître le mieux possible. J'ai fini sur cette diapo-là. Oui. Alors, je vais m'attarder un peu plus sur cette diapo avant de passer à la suivante. J'avais oublié la... Non, je n'ai pas oublié la fugue. Hein. Non, vous n'avez pas oublié la fugue. À chaque fois, j'oublie qu'elle a disparu au coin de la rue. Alors, je m'attarde un tout petit peu plus sur cette diapo pour vous parler des durées des différents modules. On voit quand même que le module 1, donc les signes et les symptômes en psychiatrie, et le module 6, la relation de soins et la relation d'aide, ce sont des modules prépondérants dans cette formation parce qu'on va leur accorder non seulement 2h30 chacun pour le e-learning, mais aussi 3 demi-journées en présentiel. Ça va vous permettre de comprendre un peu plus l'articulation des modules sur la diapo suivante. Alors, la diapo suivante, on va vous présenter en fait la formation, mais on va dire de manière plus concrète sur voilà, comment ça peut se passer sur... Ah non, c'est pas celle-là. Très bien, bon, j'enchaîne sur celle-là et après non, je veux bien la diapo suivante, merci. Alors, les principes pédagogiques de cette formation, effectivement, on a décidé d'un certain nombre de principes pédagogiques. L'un des premiers qu'on a souhaité instaurer, c'est l'idée d'autonomie, de liberté pour les apprenants sur la partie e-learning. Donc, dans l'idée d'avoir un parcours autonome, c'est-à-dire que les participants peuvent suivre la formation en e-learning à leur rythme, de manière personnalisée, voilà, en fonction de leur comportement, de leurs habitudes, et puis aussi en fonction de leurs intérêts, s'ils préfèrent voir une thématique avant l'autre. C'était vraiment l'idée de liberté et de plaisir dans le sens où c'est peu contraint. Toujours sur cette plateforme e-learning, il y a également des tuteurs pédagogiques. Donc ces tuteurs pédagogiques, il en existe un par module. Ils ont participé notamment à la réalisation des ressources pédagogiques qu'on pourra voir tout à l'heure sur cette plateforme. Et ils sont là pour répondre aux questionnements des participants sur les forums. Donc, il y a un certain nombre de forums sur cette plateforme. Donc, si les participants, à un moment donné, ont des doutes, ont des questionnements, souhaitent ajouter, souhaitent partager leur expérience, ces tuteurs sont là aussi pour rebondir. Et donc, ces tuteurs pédagogiques sont eux-mêmes des soignants, donc tous principalement soit infirmiers de secteur psychiatrique ou cadre de santé. Et puis, en plus de ces moments, on va dire, collectifs, où ils peuvent partager de manière collective, ces tuteurs sont là également pour inciter les participants qui, au bout de 2-3 mois, ne se seraient pas connectés sur la plateforme. Ils peuvent aussi leur parler de manière privée, individuelle, en les incitant à suivre tel module s'ils n'ont toujours pas attaqué le module des médicaments au bout de 2-3 mois et demi. Ça, c'était sur la partie distancielle. Sur les journées de présentiel, ce ne sont pas des journées classiques qu'on peut rencontrer habituellement en formation présentielle. L'idée, c'est vraiment de partir de ce que les participants ont pu voir sur la plateforme en e-learning, donc d'apporter aussi ces questions, ces doutes, de réfléchir en collectif. À partir de ces questionnements, de sujets de réflexion qu'on souhaiterait approfondir, on va construire des scénarios qui vont être effectivement faits à partir de cas cliniques que les participants auront pu apporter. Et donc, c'est vraiment le moment du présentiel. Ce sont en fait l'analyse
les jeux de rôle qui iront du plus simple au plus complexe, on le verra tout à l'heure. Alors, sur la diapo suivante, je crois qu'on arrive effectivement à la présentation concrète d'un parcours de formation. Voilà, c'est ça. Donc, c'est bien ça. Et donc, je pense que si vous appuyez sur l'animation va se lancer. Ah non. Je vais peut-être partager mon PowerPoint pour pouvoir lancer l'animation. Alors, je ne sais pas si je peux. Est-ce que vous voyez cet écran? Oui. Oui, d'accord. Donc, je lance l'animation. Donc, c'est un parcours qui va se dérouler sur 6 mois environ, 6 mois maximum. Ça peut être entre 4 et 6 mois. Et donc, on a une première phase de e-learning qui va durer 4 mois. Donc, on a parlé d'un parcours autonome. On va quand même recommander de commencer par les modules qui se font aussi en présentiel. Et puis après, de faire le module 2 et 3 au moment où ils le souhaitent. Avant la fin de ces 4 mois de e-learning, l'idée, c'est de commencer déjà le regroupement en présentiel. Donc, on a 4 journées en présentiel qui doivent se dérouler. Donc là, par exemple, dans l'exemple qu'on vous montre, on a choisi voilà, de faire 2 journées avant la fin de la phase de e-learning et puis 2 journées après. Le principe général, c'est de commencer le présentiel au moins avant la fin des 4 mois de e-learning et puis de le terminer après. Lors des groupes d'expérimentation qu'on a conduits en 2021, on s'est bien évidemment aussi adapté au planning et à l'organisation de chaque établissement. Donc, on a pu avoir des articulations en présentiel en 1+3, en 2+2. Voilà, ça dépend aussi bien évidemment des établissements. Et donc, ce parcours, on voit qu'il peut durer entre 4 et 6 mois. Et ce qu'on retrouve sur les journées de présentiel, donc l'idée c'est quand même de refaire signes et symptômes au début des 3 premières journées. Après, on aura effectivement sur certaines journées, on va avoir une demi-journée sur la première journée qui sera dédiée à la prévention et à la gestion des risques. Donc, c'est-à-dire que durant cette demi-journée, il y aura par exemple une mise en situation sur la prévention d'une situation de risque en psychiatrie. Et puis sur le J2, on recommence encore avec les signes et les symptômes. Et puis l'après-midi, on va traiter du projet de soins, comment on peut obtenir l'adhésion du patient à son projet de soins, le rétablissement ou les médiations. Voilà, c'est un module assez riche. Et les 2 dernières journées, on va quand même plus se concentrer sur la relation d'aide, la relation de soins, les entretiens infirmiers. Donc, les mises en situation vont être très, très présentes sur ces 2 dernières journées. Donc, la plateforme d'e-learning, on va aller faire une navigation dessus. Je m'assure que voilà, je suis toujours connectée. Donc, cette plateforme d'e-learning, c'est la plateforme Moodle. Donc, c'est vraiment la plateforme la plus développée dans le monde entier. Donc, elle est quand même très, très adaptée à la plupart des utilisations et des ordinateurs. On pourra le voir tout à l'heure. Donc, quand je suis un apprenant, je vais voir que j'ai effectivement 6 modules. 6 modules de formation que je peux suivre un peu dans l'ordre que je souhaite. Je ne suis pas obligée de terminer tout mon module d'une seule traite. On a vu d'ailleurs que pendant les phases d'expérimentation, suite au sondage des personnes qui ont fait cette formation, la majorité ont à chaque fois suivi un module en plusieurs fois, très rarement en une seule fois. Au-dessus de chaque module, on a des barres de progression qui permettent à l'apprenant de savoir un peu justement d'où il en est du suivi de son module. Donc, je vais rentrer dans un module, signes et symptômes en psychiatrie.
Et donc là, effectivement, par apprenant, j'ai le détail de ma barre de progression. En vert, ce sont les activités que j'ai déjà faites, et en bleu, celles qui me restent à faire. Ça permet à l'apprenant de savoir un peu d'où il en est au niveau de l'achèvement de son module. Alors, la plateforme ne trace pas, bien évidemment, chaque geste et chaque action que l'apprenant va faire. S'il visionne une vidéo ou s'il regarde un PDF, ça ne sera pas comptabilisé. On a décidé de comptabiliser comme achèvement des exercices. Donc, ça peut être voilà, un test d'autopositionnement, un jeu de correspondance, un quiz, un QCM, voilà, des actions qui permettent un peu des activités qui permettent de voir si l'apprenant a pu, on va dire, digérer ce qu'il a regardé, et effectivement, ces activités sont là pour lui permettre d'intégrer ce qu'il vient de consulter. Après, chaque module est construit à peu près de la même façon. On commence toujours par une partie introductive plus ou moins détaillée. On verra que sur le module 2, donc sur la loi, on a une phase introductive très importante sur le droit, sur la législation, sur les médicaments aussi. On va avoir une partie introductive très poussée, et puis après, on va rentrer dans le vif du sujet avec des séquences qui seront personnalisées. Donc là, par exemple, sur les signes et les symptômes, donc on va rencontrer différents types de ressources sur la plateforme. C'était vraiment une volonté d'avoir beaucoup de diversité sur les ressources. Donc au niveau des vidéos, on va avoir des vidéos d'animation qui vont permettre d'explorer des concepts, des notions de manière assez approfondie. On va avoir des témoignages d'experts. Donc ce sont effectivement des tuteurs ou des formateurs qui sont eux-mêmes cliniciens et qui vont pouvoir raconter dans leur expérience de soignants eh bien, une situation et puis ce que ça leur a apporté, ou les difficultés qu'ils ont rencontrées là-dessus. Et on va avoir des vidéos, alors il n'y en a pas forcément dans cette séquence-là, mais qui reproduisent des situations cliniques. Donc ce sont des jeux de rôle qui ont été joués. Donc bien évidemment, ce n'est pas 100% représentatif de la réalité, mais l'idée c'est de déclencher aussi une réflexion de l'apprenant sur eh bien moi, quelle attitude j'aurais pu mettre en place, est-ce que mon attitude aurait été appropriée ou pas. Et ce sont aussi ces éléments-là qui vont pouvoir être apportés durant les phases de présentiel pour discuter de cette vidéo en disant sur cette situation, je ne sais pas si j'aurais fait de cette façon-là ou autre. Donc ça, ce sont les vidéos. Nous avons aussi voilà, un certain nombre d'activités, des jeux de correspondance, des jeux d'appariement, des QCM, donc des QCM qui sont en général en fin de séquence, voilà, et qui permettent sur la séquence qu'on vient de voir, qui dure peut-être 15 minutes, peut-être 20 minutes, d'imprimer les concepts clés de ce qu'on a pu voir. Sur le module 1, on en a parlé un peu tout à l'heure, il y a une banque de symptômes en psychiatrie. Donc cette banque de symptômes, elle reprend, combien de symptômes, 230 environ 230, qui sont classés voilà, en fonction des lettres. L'idée, c'était quand même que cette banque de symptômes, elle parte, alors bien sûr des classifications, mais aussi du langage du patient. Et donc ça permet de se balader un peu. Alors avec, bien évidemment, on a A comme accueil, B comme base somatique, C comme crainte, voilà, et puis on descend jusqu'à F ou G. Et cette banque de symptômes, ça permet on a des fiches symptômes, et puis on va trouver les synonymes, on va pouvoir avoir la définition, on peut avoir à quel trouble ça nous fait penser, quelle question on va utiliser, est-ce qu'il y a un antonyme ou autre. Et cette banque de symptômes, on va retrouver une fiche synthétique en A4 qui permettra aussi aux participants de l'utiliser aussi
lors des phases de présentiel, voilà, parce que là, on peut passer des heures sur cette bande de symptômes. Donc, effectivement, la formation dure 14 heures, mais rien que sur cette banque, voilà, l'idée, c'est qu'ils peuvent la consulter à tout moment, quand ils veulent, pendant 1 an et revenir dessus ou partir de la fiche synthétique une fois qu'ils ont compris tout tient sur une fiche éclatée. Je vais aller me balader sur le module 2 également pour vous montrer d'autres activités. Donc voilà, il y a également bien sûr beaucoup de fiches pédagogiques sous forme de PDF. Donc on a souhaité faire des fiches assez synthétiques à chaque fois qui reprennent une thématique en particulier. Donc elles feront en général 2 pages maximum et ça leur permet de synthétiser les informations et aussi d'avoir des fiches. On a vu pendant l'expérimentation que voilà, les participants vont les enregistrer, vont les garder pour mémoire et pourront s'y référer des années plus tard, sous condition qu'elles soient toujours d'actualité, parce qu'on sait que voilà, là on est par exemple dans le juridique. Le juridique change aussi en fonction des années. Et puis, je vais peut-être vous montrer un quiz. Celui-là, je ne l'ai pas encore fait. Voilà, donc à chaque fois, en QCM, on ne fait pas des questions qui sont trop longues, ni des QCM à rallonge, mais l'idée, c'est d'avoir 2-3 questions qui permettent de s'assurer qu'on a bien assimilé ce qu'on a vu pendant la séquence. Alors, on était sur la partie distancielle et effectivement, une des questions qu'on a pu souvent nous poser, c'est comment s'articulent les formations, la formation à distance et le présentiel, parce qu'effectivement, on va avoir 4 mois où les participants vont être sur la plateforme. Il va y avoir des journées de présentiel avant la fin de ces 4 mois, mais concrètement, quel est le lien entre le distanciel et le présentiel? Je vais laisser le docteur Monfort vous expliquer un peu l'articulation. Alors là, vous avez sous les yeux 4 points, 1, 2, 3, 4, et je vais d'abord me débarrasser du point 2, c'est-à-dire qu'il faut, là on est vraiment en présentiel, et ils ont été tout seuls face à la plateforme que Mathilde nous a décrite, et ils peuvent venir avec des questions. Il y a des choses qu'ils ont bien compris, qu'ils ont mal compris, qu'ils n'ont pas du tout compris du tout. Et là, il faut clarifier un peu ce qui est de l'ordre du savoir, donc de la science, des connaissances. Et puis on se débarrasse de ce point 2, et ce qui est fondamental, c'est les points que vous avez, qui sont le point 1, le point 3 et le point 4. Et si je devais retenir qu'une seule chose de cette diapo, c'est inverser. Le mot inverser. On a vu tout à l'heure, sur l'activité relationnelle, donc l'activité de soins, la relation d'aide, ben, cette relation à l'autre, cette relation humaine, ben, il faut privilégier la posture inversée. C'est-à-dire pendant des décades, ben, le professionnel, on allait vers l'usager, le malade mental, le malade en psychiatrie, on allait vers lui en position haute, on était là pour les aider et on leur tendait une main. Et il pouvait y avoir de l'autre côté un vécu de pitié, et ça c'est insupportable. Et donc en matière de relations humaines, il faut inverser ce mot, inverser. Il faut inverser la posture et aller vers l'autre en situation qui est dite aujourd'hui de vulnérabilité partagée. Et on va vers l'autre et on dit à l'autre, alors qu'on est le professionnel, est-ce que vous pourriez m'aider s'il vous plaît? Parce que vous voyez, moi je travaille à main nue. Et ben, en matière d'enseignement, c'est exactement la même chose. Le mot-clé, c'est inverser. C'est-à-dire qu'on a marché sur la tête. Les enseignements dans les facultés, dans les universités, c'est l'enseignement académique, paternaliste. C'est moi, je sais, vous ne savez rien. Et puis, je vais vous dire ce qu'il faut savoir. Eh bien, évidemment, il faut continuer un petit peu. C'est un peu le distanciel. Mais il faut inverser absolument cette démarche pédagogique. Ça a été montré par des études scientifiques que
qu'est-ce qu'on retient dans l'enseignement? On va retenir 10% d'un enseignement académique, du haut vers le bas, et on va retenir 90% d'un enseignement du bas vers le haut, c'est-à-dire inversé. Et ça, on le sait grâce, il y a plus d'un siècle, aux compagnons du Tour de France, aux menuisiers, aux charpentiers, aux tailleurs de pierre, qui va acquérir un savoir-être, un savoir-faire, et après, il va amener son savoir-faire, son savoir-être, et l'enseignement va partir de là, de ce qu'il a fait. Et bien là, en présentiel, c'est à ces infirmiers nouvellement recrutés d'amener ce qu'ils ont fait. Et l'enjeu est là. Et il ne faut surtout pas rater ça. Et on l'a un peu raté dans le petit groupe expérimental que notre prédécesseur tout à l'heure, qui a ouvert le webinaire, il a utilisé avec courage le mot cobaye. Et on s'est raté un peu avec eux parce que on n'a pas su leur expliquer, on n'a pas su préparer des outils dont ils se seraient emparés pour venir avec, je reprends l'image du tailleur de pierre, avec la pierre qu'ils ont façonnée et qui est plus ou moins bien façonnée. Et on va partir de ça, de cette charpente qui est plus ou moins bien faite. Et donc, il faut absolument que les nouvellement recrutés qui ont été seuls face à l'écran, il faut absolument, quand ils arrivent en présentiel avec l'humain, il faut absolument qu'ils osent, qu'ils aient le courage d'amener ce qu'ils ont fait. Donc, c'est amener, il faut qu'ils sachent faire un récit, il faut qu'ils aient un talent de conteur et qu'ils arrivent en disant, ben voilà, il était une fois Monsieur Albert Dupont, et puis c'était à 2 h du matin, aux urgences du grand hôpital, il voulait se donner la mort, et puis voilà ce qu'il a dit, voilà ce que je lui ai dit, voilà ce qu'on a convenu, et qu'ils sachent amener un récit. Et à partir de ce récit, tous ceux qui l'écoutent, donc c'est un petit groupe, 8, 9, 10, tous ceux qui l'écoutent vont s'emparer de ce récit, à condition que ce récit existe, et ils vont construire un scénario. Et ce scénario, donc, il va être construit, il y a un script qui va être fait, et donc ça, c'est le briefing dans ce que l'HAS appelle une simulation en santé. Il faut rédiger un scénario, c'est le briefing. Ce scénario est utilisé par 2 acteurs eux-mêmes. L'action, le jeu de rôle, il dure 30 secondes, 1 minute et demie, 2 minutes s'ils sont en forme. Et puis après, le temps plus important, c'est le débriefing, c'est-à-dire c'est les acteurs qui disent ben, voilà ce qu'on a joué, peut-être qu'on aurait dû jouer autrement, etc. Et là, à partir de là, il va y avoir une discussion, des échanges entre ces nouvellement recrutés et évidemment la personne qui est là en tant qu'intervenant. Et on va réfléchir, on va se prendre la tête, mais est-ce que si c'était à refaire, si ça se reproduit dans un autre établissement avec un autre professionnel, est-ce qu'il faut rejouer le même jeu ou est-ce qu'il n'y a pas des toutes petites choses à changer? Et c'est ça que la HAS appelle des actes de progression. Et c'est là le cœur de l'enseignement, et c'est ça que Maria Montessori a appelé la pédagogie inversée. C'est la première à avoir utilisé ce nom-là pour les maternelles, l'école primaire. Aujourd'hui, les hommes politiques, les sportifs, ils utilisent ça. Pourquoi pas nous? Mais là, il y a vraiment un changement de culture, et s'il y a un axe de progression pour nous et pour vous à travailler, c'est qu'en amont dans les établissements, ils soient prévenus qu'il va falloir qu'ils se jettent à l'eau et qu'ils amènent leur récit. Nous, de notre côté, on est en train de mettre en point un super outil pour faciliter la structuration d'un récit, pour que les groupes là, qui vont maintenant arriver en 2022, ils aient le courage d'amener le récit. Je n'ai pas tout dit, mais peut-être que donc là, c'est nager dans le grand bain, pour faciliter, apprendre à nager, c'est-à-dire à présenter ce qu'on a vécu. On fait des petites choses, c'est dans la ligne 4, c'est des brefs de comptoir. C'est-à-dire, allez, racontez-nous, est-ce que quelqu'un veut nous raconter spontanément, sans avoir réfléchi, là, la dernière situation dans laquelle il a eu ou du déplaisir ou du plaisir, mais voilà. Et on joue ça pour apprendre à jouer, c'est le petit bain. Mais l'essentiel, c'est amener une situation qu'on a eu du plaisir à raconter. Donc il faut qu'ils deviennent des conteurs. J'ai fini ma team. Oui. Donc le formateur, durant ces journées de présentiel, il a plus la fonction d'un facilitateur d'échange, et puis voilà, il doit être le garant et le modérateur
de ces échanges et des situations cliniques qui vont être menées ou pas en simulation en fonction de ce que le groupe décidera. Je peux dire encore quelque chose si on revient là. Si on devait de nouveau faire cette présentation, peut-être le mardi 5 avril, là, au musée d'art moderne de Villeneuve-d'Ascq, la ligne 2, qui est clarification des notions abordées, il faudrait peut-être la mettre tout en bas sous forme d'un nota bene, que évidemment, ça commence, cette journée commencera par qu'est-ce que vous avez compris, pas compris, etc. Parce que, et ça permet de prendre connaissance, pour installer des lignes de groupe, avec qu'est-ce qu'ils ont compris, pas compris, etc. Et après, on démarre sur le cœur de présentiel qui est c'est le récit. Allez, lancez-vous, il était une fois. Et alors effectivement, cette grille d'aide à la rédaction d'un cas clinique dont on parle, c'est une remontée qu'on a eue des 3 groupes d'expérimentation et donc c'est un réajustement qu'on a opéré à la suite de cette expérimentation. Alors, au niveau de ce dispositif de formation, on a identifié 2 grandes conditions de réussite qui sont des prérequis. Le premier, c'est le temps dédié à la formation, notamment le temps dédié pour le distanciel. Donc les 6 modules d'e-learning, ils représentent un total d'environ 14 heures, réparties sur 4 mois. Et donc chaque module dure entre 2 heures et 2h30. Après, chacun le fait à son rythme. Mais voilà, on a identifié un volume de 14 heures. Et du côté des établissements, il va y avoir cette décision à prendre de la façon dont vous allez dédier ce temps pour les apprenants. Est-ce qu'on sera dans l'idée d'un parcours semi-contraint, donc c'est-à-dire qu'on va libérer les participants sur une journée ou une demi-journée et on part du principe qu'ils suivent ces modules lors de ces plages horaires, ou est-ce que effectivement on garde l'idée du parcours autonome où les apprenants en fait vont suivre la formation à distance quand ils le souhaitent. Alors sur leur temps personnel, on a remarqué aussi lors de l'expérimentation que la majorité des participants suivent les modules quand même sur leur temps personnel chez eux. On verra aussi qu'il y a des conditions de ressources informatiques qui font que les apprenants vont plus avoir tendance à suivre la formation chez eux. Il y a aussi le fait que sur le lieu de travail, il y a la vie du service au quotidien, donc on ne peut pas forcément libérer son cerveau pour faire de la formation durant ces temps. Et donc, le parcours autonome, l'idée, il y a 2 groupes sur 3 de l'expérimentation qui ont choisi cette méthode, c'est de laisser les participants suivre la formation de manière autonome sur le temps personnel, mais en contrepartie de recréditer 2 jours de temps de formation. Au niveau des prérequis, il y a effectivement les ressources informatiques, puisque c'est une formation qui a lieu en partie sur une plateforme d'e-learning. Donc la plateforme, c'est Moodle, on en a parlé, elle est quand même très, très développée dans le monde entier, donc elle s'adapte à tous les systèmes d'exploitation, à tous les navigateurs, Google Chrome, Firefox, Internet Explorer dont on parlait tout à l'heure, et Safari. Elle fonctionne également que ce soit sur un ordinateur portable, un ordinateur fixe, mais aussi une tablette ou un smartphone. Donc il y a une application que les participants peuvent télécharger pour la mettre sur leur téléphone, que ce soit Android ou Apple, et ils peuvent suivre la formation sur une application mobile dédiée. Au niveau si on suit la formation sur un ordinateur, ce qu'il faut, c'est une carte son. On sait que dans des établissements, il n'y a pas forcément d'ordinateur avec des cartes son, donc c'est une condition puisqu'il y a bien évidemment beaucoup de vidéos avec le son, donc c'est nécessaire. Et donc si les participants suivent la formation sur le lieu de travail à l'hôpital, il y a aussi des conditions d'autorisation au niveau des pare-feux. Il faut autoriser un certain nombre de domaines. Donc Medzone, c'est
c'est l'adresse qui héberge la plateforme. Et puis Vimeo et YouTube, ce sont les plateformes de streaming qui hébergent toutes ces vidéos. Donc pour ces raisons-là, on a vu que quand même, assez naturellement, les participants suivent cette formation depuis chez eux. Alors, au niveau du suivi et de l'évaluation du dispositif, donc bien évidemment pour les journées de présentiel, il y a l'évaluation à chaud de fin de formation classique, mais en plus de cela, pour on va dire l'ensemble du dispositif qui intègre le e-learning et le présentiel, il y a un questionnaire en ligne pour les apprenants à la fin du parcours, ce qui leur permet d'évaluer une grosse partie de la formation e-learning, l'expérience qu'ils ont eue, l'expérience utilisateur, les comportements, les difficultés techniques ou pas qu'ils ont rencontrées, le fait d'avoir été effectivement seul sur la plateforme, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, seul face à son écran. Est-ce qu'ils ont participé au forum? Est-ce qu'ils ont pu demander de l'aide au tuteur? Est-ce que la pertinence du découpage de la formation leur a convenu? Est-ce que l'articulation du distanciel du présentiel, ils ont pu l'apprécier? Et puis également, effectivement, est-ce qu'ils ont pu avoir une progression pédagogique? Est-ce qu'ils ont pu la ressentir eux-mêmes? Ça, c'est du côté des apprenants. Et puis du côté des établissements, un questionnaire qui permet d'apprécier le suivi et l'impact de la formation sur les pratiques professionnelles de ces infirmiers dans l'établissement. Est-ce que, en tant que cadre de santé, j'ai pu remarquer déjà une évolution dans les pratiques de cet infirmier, et ce qui serait, c'est vraiment le facteur où on se dit que la formation a pleinement rempli sa fonction. Il y aura effectivement des statistiques globales, alors anonymisées, bien évidemment. L'idée, c'est de garder l'anonymat et de protéger la confidentialité des informations des apprenants, mais des statistiques globales par groupe à la fin des parcours avec les attestations de formation. Alors là, je crois que je laisse la parole à Annick Lavis. Effectivement, merci Mathilde et Dr Montfort pour cette présentation très riche, très détaillée et vivante de notre dispositif de formation. Donc, comment mobiliser la formation si vous êtes intéressé pour la déployer en intra-établissement, dans la perspective de former un effectif de primo-arrivants d'au moins 8 participants? Tout simplement, en fait, en prenant contact avec la NFH et ou la phare, déjà pour nous signaler votre besoin, la période à laquelle vous souhaitez mettre en œuvre cette formation, et puis aussi échanger avec nous sur le contexte de votre besoin, le contexte du parcours d'intégration de ces nouvelles ressources. Également, nous préciser peut-être dans quelle mesure l'implication du tutorat exercé dans le cadre de l'intégration des jeunes ressources est important aussi à articuler avec notre dispositif. Donc, voyez les spécificités en fait de votre contexte, des ressources disponibles, du modèle d'organisation aussi que vous souhaitez mettre en place. En fait, tout sera calé dans le cadre d'échanges en amont de la formation et de la planification des journées, de manière effectivement à rendre ce dispositif opérationnel de la façon la plus simple qu'il soit. Alors, dans le cadre d'une mobilisation en interétablissement, donc c'est-à-dire lorsque vous avez un faible effectif à proposer à la formation par séquence, dans ce cas-là, en fait, nous avons une solution à vous proposer pour les établissements situés dans le Nord-Pas-de-Calais, avec des premières dates en présentiel, donc premier calendrier de fonctionnement qui pourrait être mis en œuvre début mai. Donc les 2 premiers jours seraient organisés les 2 et 3 mai, et les 2 jours suivants, donc pour compléter l'offre présentielle, les 20 et 21 juin. Sachant que
la période de formation à distance donc, pourrait être ouverte à partir du mois de mai, dans la mesure où les inscriptions nous seraient acheminées pour début mars, par exemple. Donc, pour permettre de formaliser ces inscriptions, nous allons évidemment communiquer auprès de vous ce calendrier avec tous les éléments qui vous permettront d'inscrire vos agents avec bulletin d'inscription. Et nous reviendrons à la suite du recueil des besoins vers vous avec la phare, de manière à pouvoir organiser les séquences au plus près des besoins des territoires concernés par les inscriptions, et puis prendre contact également en amont avec et les agents et les établissements afin aussi de faciliter la navigation, la prise en main de la plateforme, donner les premiers repères importants pour gérer son parcours. Et donc acclimater les responsables de formation et l'encadrement à l'organisation particulière de ce dispositif hybride. En ce qui concerne la Picardie, donc en interétablissement, pas de calendrier pour le moment déterminé. Donc les collègues préfèrent que les demandes soient effectuées spontanément auprès de leur service et répondront à l'issue par une offre d'organisation adéquate. Alors, la formation est financée pour 2022 sur les fonds mutualisés. La prise en charge couvre, comme toutes les sessions organisées dans le cadre du plan d'action régional, les coûts pédagogiques, les repas dans le cas des sessions organisées en interétablissement, ainsi que les frais de déplacement également dans le cas de sessions interétablissement selon la réglementation en vigueur. Et vous voyez donc sur ce slide, en fait, quels sont les interlocuteurs que vous pouvez solliciter pour toute question sur le dispositif ou pour prévoir vos déploiements. Donc Mathilde de Stéphano, vous voyez les coordonnées. Emmanuelle Dupé, ma collègue conseillère formation pour la Picardie. Moi-même, coordinatrice du projet et conseillère formation pour les mises en œuvre sur le Nord-Pas-de-Calais. Et vous voyez apparaître Etiseo et l'ingénieur pédagogique Liliane Hugues, qui est donc le correspondant en lien avec la FARS, qui répond à toutes les questions techniques sur la plateforme et peut apporter son concours en termes d'assistance technique à la mise en place des premières connexions. Avez-vous des questions, des réactions avant que Monsieur Samuel Venel, qui est cadre supérieur de santé de l'EPSM de l'agglomération lilloise, nous évoque son retour de témoignage, à la fois comme participant du groupe projet, mais aussi et surtout sur les premières mises en œuvre d'une session qui s'est organisée au sein de leur établissement. Vous avez des questions ? La présentation était claire? Complète? Très claire. Très claire et complète. Le dispositif vous donne envie? Parfaitement. Bon, je suis à votre disposition pour les établissements du Nord-Pas-de-Calais, ma collègue de Picardie pour les établissements de Picardie. Bien, pas de réaction particulière? Nous écoutons Samuel. Est-ce que vous prenez la main sur le diaporama ou je le télécharge? Alors, je vais essayer de prendre la main.
Ouais, je vais vous laisser le reprendre, ce sera plus simple. Alors, nous partageons du contenu. Ouais. Vous êtes en plus grand, Annick, hein, comme tout à Oui. l'heure? C'est un peu long à la manip, mais voilà. Ouais, Ah, parfait. très bien. Merci. Donc, je suis Samuel Venel, je suis cadre supérieur de santé à l'EPSM de l'agglomération lilloise. Et moi, j'ai participé au travail donc, en tant qu'expert professionnel. Et là, je vais vous faire donc un retour d'expérience sur ce projet, effectivement, que nous avons pu dont nous avons pu accompagner la mise en œuvre avec Solange Brisbou au niveau de l'EPSM de l'agglomération lilloise et que nous avons déjà pu tester l'année dernière. Comme le disait Madame Lavis, le projet, donc nous avons pu y participer en tant qu'experts professionnels, donc une équipe d'experts professionnels donc pluridisciplinaires, donc composée, comme vous le disiez, de médecins, d'infirmiers, de cadres, d'experts juridiques et de responsables de formation qui étaient donc issus d'établissements représentatifs du secteur et impliqués dans l'accompagnement des infirmiers débutants en psychiatrie. Donc c'est notre cas au niveau de l'EPSM, puisque nous mettons en œuvre un projet donc avec Madame Brisbou spécifique autour de l'accompagnement des nouveaux arrivants infirmiers en psychiatrie depuis 2 ans. Nous avons participé à cet appel à candidature dès janvier 2019 et particularité aussi de ce projet était de s'intéresser donc aux pédagogies innovantes comme on a pu en parler, donc j'y reviendrai ensuite. Je vous laisse passer. Donc, une démarche régionale, comme vous l'avez dit, donc conduite par la NFH, qui nous a permis, nous, de développer les liens avec la NFH, permis de rencontrer aussi les différents acteurs experts métiers des autres établissements de la région Hauts-de-France, puisque au total, sur la période, 5 établissements de santé ont pu participer. On a pu constater, j'y reviendrai ensuite, des enjeux et des préoccupations partagées autour de cet accueil et de cet accompagnement. Et construire un dispositif en commun qui répond précisément à ces besoins. Donc, un constat et des enjeux partagés, puisque, comme on le sait, comme ça a été dit, effectivement, les enseignements de spécialité sont réduits dans la formation initiale des infirmiers. On a aussi finalement on peut constater les limites du modèle de transmission intergénérationnelle, puisque les professionnels qui arrivent dans les services sont parfois n'ont pas cette possibilité de transmission finalement, puisque leurs collègues sont parfois expérimentés de quelques années, mais n'ont pas, on peut avoir une moyenne d'âge et d'expérience finalement assez limitée aussi dans certains services, ce qui limite cette possibilité de transmission. On a aussi mis en avant le besoin de disposer de professionnels qualifiés dans la spécialité pour répondre donc aux besoins accrus de la population et à l'évolution de l'organisation sanitaire, c'est-à-dire que les professionnels sont assez vite confrontés et ont besoin d'être rapidement en capacité d'intervenir dans différents lieux d'exercice avec des prises en charge également ambulatoire ou en psychiatrie de liaison, où on attend une capacité justement à pouvoir se positionner et apporter des informations sûres et fiables rapidement, quoi. Donc, où ils sont en responsabilité très rapidement. Et on constate aussi, on a parlé tout à l'heure à travers le développement notamment de la réhabilitation psychosociale et des pratiques telles que le case management, le rôle de plus en plus central des infirmiers dans cette coordination des parcours de soins.
Donc, pour ce qui est du constat. Les pratiques innovantes, alors effectivement, la proposition qui a été faite de travailler autour du blended learning, donc qui était, alors en 2019, une innovation déjà, et nous, un mode d'exercice et d'apprentissage qu'on avait finalement assez peu développé dans nos structures et bon, qui a pris d'autant plus son sens l'année suivante avec la situation sanitaire et la nécessité de mettre en œuvre des formations en distanciel. L'intérêt de cette pratique, elle a été aussi d'être en cohérence avec le souhait d'une certaine autonomie des professionnels vis-à-vis de leurs apprentissages. Savoir que nous, dans le travail que nous avons mené au niveau de l'établissement, on a eu, donc on rencontre régulièrement les professionnels nouvellement arrivés, puis mettre en place différents outils tels que les rapports d'étonnement, mettre en place différents temps d'échange. Et c'est vrai que ce souhait d'autonomie du jeune professionnel, il est assez important. Ils sont en capacité donc de pouvoir s'organiser autour de leurs apprentissages, et la proposition du blended learning et du distanciel permet vraiment ça, en fait, de pouvoir aller chercher l'information qu'ils souhaitent au moment où ils en ont besoin, et d'organiser leur temps et leurs apprentissages en fonction de leurs besoins du moment. Donc, il y avait cet intérêt-là. Donc, la proposition, comme il a été dit, de privilégier finalement les échanges et l'analyse de pratique sur les temps de présentiel plutôt que d'être sur une position descendante de transmission des savoirs sur ces temps de présentiel, le fait de pouvoir échanger. Donc, donc ces pratiques innovantes nous ont permis d'engager aussi au niveau de l'établissement différentes réflexions. Alors nous, en tant qu'experts professionnels, ce qui a été intéressant, c'est vraiment la participation à l'ensemble de la démarche projet, hein, de la conception du cahier des charges jusqu'à la mise en œuvre. Donc on a pu participer au choix de l'organisme de formation, donc en participant aux auditions. Vraiment, je souhaitais aussi pouvoir souligner la qualité du partenariat qui a été mis en place avec la phare et avec la NFH, et avec une ingénierie pédagogique vraiment qui était extrêmement minutieuse et qui nous a permis vraiment de pouvoir avancer de façon précise et pertinente tout au long du projet. Ce qui était vraiment particulièrement intéressant, c'est aussi la démarche participative qui a été mise en place à toutes les étapes de la production, avec la participation des professionnels de terrain, puisque au fur et à mesure de la création des modules, des infirmiers de nos établissements ont pu tester les modules créés, nous apporter leurs remarques, leurs souhaits de précision, et on a pu vraiment réajuster au fur et à mesure de la création des modules. Donc, ce qui permet d'arriver quand même à un résultat qui est très satisfaisant sur la proposition. Au niveau, donc pour terminer, alors sur ce point-là, c'est vrai que je souhaitais pouvoir aborder le fait que ce projet puisse s'inscrire directement dans la dynamique institutionnelle, puisque, comme on a pu le dire, au travers des axes travaillés, il y a une vraie complémentarité vis-à-vis du dispositif existant, puisque alors ces 6 jours au total de formation viennent en complément d'un dispositif qu'on a pu mettre en place, hein, qui comporte également différentes formations d'adaptation à l'emploi. Il a cet intérêt aussi, donc comme on le disait, en termes pédagogiques, en cohérence par rapport à nécessité finalement, enfin le souhait en tout cas d'autonomie des professionnels et la prise en compte des contraintes et des impératifs métiers. Comme le disait Madame Lavie, c'est vrai que les professionnels durant leur journée de travail ont parfois pas la possibilité non plus de pouvoir se connecter, suivre une formation
au cours de leur journée. Et c'est vrai que la possibilité comme ça de pouvoir revenir sur les éléments à travers le distanciel permet par contre de pouvoir prendre ce recul. C'est aussi ce qu'on a pu voir et ce que nous ont fait remonter les infirmiers qui ont testé la mise en commun qui a pu avoir lieu autour des outils. Parce que même si ils ne vont pas pouvoir systématiquement le faire depuis leur lieu de travail, ils ont pu quand même partager par moment avec leurs collègues, donc leur montrer les outils, le support et rééchanger sur cette proposition. Donc ça a permis au-delà des personnes qui ont suivi, en fait, de pouvoir partager au sein de l'équipe ces éléments. On a pu aussi donc développer ce partenariat avec l'ANFH et donc pouvoir aussi compléter notre dispositif d'accompagnement de nouvel arrivants, d'autres possibilités de formation parfaire le partenariat existant, ainsi que les échanges avec donc les autres établissements participants. On a, pour terminer, donc des perspectives, comme l'évoquait Mme Lavis, de développement et d'axes de travaux nouveaux qui viennent vraiment en complémentarité de cette proposition. Ce qu'on pourra développer le 5 avril, hein, puisque là, j'ai fait un résumé effectivement de cette participation, mais le souhait sur le présentiel est effectivement que ce soit les professionnels qui ont participé à cette construction et aux tests qui puissent venir témoigner de leur participation. Je voulais souligner par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, et je pense que ça peut être intéressant aussi à préciser, qu'il y avait le souhait vraiment de pouvoir mettre en avant la participation des usagers et notamment la paire aidance et les médiateurs de santé pair qui interviennent aussi au niveau du distanciel dans différentes vidéos. Je trouve que ça, c'est une approche qui est assez intéressante de mettre en avant pour les jeunes professionnels qui arrivent en psychiatrie, parce que c'est effectivement un aspect spécifique de la prise en charge. Le docteur Montfort a évoqué effectivement le rétablissement et la réhabilitation psychosociale. Et je pense que le fait que finalement des médiateurs de santé puissent participer aussi aux apprentissages, ça renforce ce souhait finalement de mettre en avant cette dynamique rétablissement qui se développe dans nos établissements. Donc voilà pour ma petite présentation, donc ce retour d'expérience sur ce projet. Je ne sais pas si vous avez des questions. Non, ben alors je vais rendre la main à Mme Lavis. Peut-être Nathalie pour la clôture. Moi, je vous remercie tous pour votre participation attentive. Maintenant, à l'écoute de vos questions, hein, si depuis vous avez réfléchi, mûri vos interrogations et qu'à la lumière du retour d'expérience de Samuel, il y a encore des petites choses qui vous trottent dans la tête, c'est le moment de vous exprimer sur le sujet avant que nous clôturions ce webinaire. Oui, Quentin. Oui, merci Annick. Alors, une question, mais je vais d'abord commencer par une petite session de remerciements. Merci d'abord à Monsieur Venel pour ce témoignage très concret, très instructif également, qui nous permet vraiment d'incarner et d'avoir une visibilité précise sur la manière dont des professionnels ont pu participer à ce projet et le parcours autour duquel il s'est structuré. Merci également à la FAR pour la qualité là, des éléments qui ont été apportés. C'était évidemment très instructif. Merci aussi et surtout à Annick et Nathalie déjà pour leur invitation. C'est toujours très intéressant pour le siège d'avoir une visibilité précise sur la manière dont les projets qui sont soutenus au niveau national se déploient et les premiers enseignements qui sont tirés. Merci aussi
pour la qualité de ce pilotage de projet. Une question effectivement qui, je pense, pourrait également intéresser les établissements ici présents, qui concerne, Annick, les perspectives que tu as commencé à évoquer en début de présentation. Les recommandations, les perspectives, les pistes pour la suite. Donc j'ai bien compris notamment qu'on pouvait envisager d'apporter des compléments sur les différents modules pour contextualiser sur le secteur de la pédopsychiatrie, de la gérontopsie, également d'ouvrir ce parcours à d'autres professionnels au sein des établissements concernés, notamment les AS. Je trouve ça très pertinent. Moi, ma question concrète, c'est de savoir déjà si tu pouvais peut-être les lister de manière exhaustive et également nous renseigner sur la façon dont ces pistes seront creusées, savoir à quel moment en fait potentiellement on pourrait avoir une ouverture de ce dispositif à des AS nouvellement nommés en établissement de santé mentale notamment. J'espère avoir été clair, Annick. Merci beaucoup, Quentin, pour la confiance sur l'organisation de ce dispositif et ses résultats. Donc, sur les perspectives à déployer, il y a plusieurs réponses à faire pour les modules qui peuvent être complémentaires au marché initial existant, donc qui intéressent en fait le public des infirmières nouvellement recrutées en psychiatrie. Donc, les modules optionnels en pédopsychiatrie, en gérontopsie, sur la prise en soins handicap, et également donc le travailler ensemble en synergie avec les équipes de soins plus complètes des établissements, vont pouvoir s'appuyer sur un élément de procédure de marché que j'ai pu voir avec l'équipe achat national. Donc, s'appuyer sur la technique de marché similaire. Donc, dans la mesure où l'AFAR est le seul attributaire de ce marché, nous allons travailler sur une consultation uniquement dirigée sur l'AFAR, qui va pouvoir, au cahier des charges que nous allons lui confier, nous répondre, donc de manière à ce que l'offre puisse être mise en œuvre dans le cadre de ce marché initial, donc c'est-à-dire jusque fin d'année 2023, avant le renouvellement du marché. Donc on aura déjà une offre complémentaire d'ici la fin de l'année. Donc là, j'ai une réunion de travail avec l'équipe achat national très bientôt, semaine prochaine, pour pouvoir commencer les échanges de littérature sur l'offre de marché. Et puis, pour les actions de formation qui intéressent les AS, alors nous disposons par le biais de l'outil central d'achat La Formule d'une action de formation qui a déjà été développée par nos collègues d'Île-de-France. Donc, une offre de formation existe sur le sujet et qui est disponible jusque 2024. Qui est également accessible à notre région, dans son entièreté, autant Picardie que Nord-Pas-de-Calais. Donc là, nous allons pouvoir communiquer aussi en direction des établissements sur cette offre, à la mesure où elles répondront aux besoins des établissements pour qu'ils puissent aussi compléter la formation des métiers qui le nécessitent. Sur la prise en charge somatique des patients. Donc là, c'est une nouvelle offre à construire, de même que l'offre sur la situation réglementaire en direction des responsables d'admission et des secrétaires médicales. Donc là, ce sont des marchés nouveaux qui pourront se mettre en place, je dirais, au deuxième semestre, pour nous laisser un peu aussi le temps de digérer l'ensemble des nouveautés à inscrire dans les besoins de la filière. Donc voilà dans un premier temps, mais peut-être que le 5 avril, d'autres éléments compléteront aussi
ce panel. Donc, l'idée étant aussi d'apporter une offre un peu plus étoffée à la filière psychiatrie dans les offres ANFH et régionales et nationales. Merci beaucoup, Annick, c'est très clair. Merci. Bien, je crois qu'à ce stade, pas d'autres questions, remarques. On peut procéder à la clôture, on est dans le timing, hein. Merci effectivement donc sur cette présentation hein, qui apporte toute la clarté et le travail effectivement qui a été réalisé en structuration, en adaptation et en enrichissement donc du contenu, mais aussi des éléments donc de support pédagogique, hein. Merci à la phare pour la réactivité parce que l'articulation a été vraiment idéale pour bien fonctionner au sein de l'équipe projet et avec l'équipe pédagogique de la phare. Et puis donc à ce stade pour 2022, on espère que recueillir beaucoup d'inscriptions sur cette offre hein, dans le dispositif qui s'est structuré et qui vous a été présenté. Les offres complémentaires, on va y travailler. Par contre, pour les nouveaux marchés, effectivement, on aura des priorités à se donner et voir quel partenaire ANFH peut s'associer éventuellement à la conduite de nouveaux marchés que l'on va soumettre aussi à nos instances, hein, puisque les nouveaux marchés sont proposés donc à la validation de nos instances régionales, à moins que le national puisse s'en emparer au regard donc des besoins qui peuvent se préciser aussi sur d'autres territoires et qui méritent un déploiement national rapidement, quoi. Voilà, merci de votre participation. Merci Samuel pour ce beau retour de témoignage hein, complet hein, sur l'entièreté du projet. Le projet arrive à son terme. C'était une belle aventure humaine et de structuration pédagogique avec des ouvertures intéressantes qui ont été proposées, en espérant effectivement que ça puisse apporter une aide réelle pour le secteur de la filière psychiatrique, à la fois pour les hôpitaux, mais également pour les unités psychiatriques dans les hôpitaux qui ne sont pas spécialisés. Voilà. Donc, c'est une offre, effectivement, qu'on pourra aussi relier avec les éléments de cartographie hein, qu'on a pu recueillir sur le secteur de la filière psychiatrie, dans l'idée, effectivement, de renforcer donc la professionnalisation des infirmiers, mais également, ce projet de formation peut être aussi un élément d'attractivité pour conduire l'intégration et la fidélisation donc, des professionnels qui rentrent dans le secteur. Donc, on est ravis. On ne va pas hésiter à faire les bonnes articulations et puis à vous solliciter aussi comme ambassadeur hein, sur ce dispositif avec donc les moyens de communication qu'on peut mettre à disposition si vous souhaitez profiter d'une communication interne auprès des personnes qui n'ont peut-être pas pu participer. On peut mettre à disposition donc les éléments de communication qui vous semblent utiles. Voilà. Laurent, est-ce que tu souhaites apporter un petit mot de fin? Je ne veux pas être trop redondant, donc m'associer aux remerciements, saluer notamment Annick Lavis pour le pilotage de cette action, saluer tous ceux qui ont participé à l'ingénierie de formation, et puis la phare pour la mettre en musique. Saluer également et rappeler qu'effectivement la NFH, c'est aussi des interactions entre le local et le national, que ça communique dans les deux sens et que parfois le national nous propose des contenus et que parfois le national aussi peut se réapproprier ou s'inspirer de contenus de formation initiés à un niveau local ou on va dire régional. Donc les échanges ont été intéressants. Effectivement, plus que jamais, je pense que cette formation, elle est assez originale dans la façon dont elle a été conçue, dans la façon dont elle est dispensée et dans les suites qu'on peut déjà imaginer.
Maintenant, moi, je propose que nous soyons tous, ceux qui sont en visio et d'autres, des ambassadeurs pour effectivement promouvoir la formation, la proposer, notamment ceux qui sont absents de cette visio. Donc voilà, merci à toutes et tous de votre participation. Et puis, écoutez, ne soyez surtout pas positifs. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir, bonne fin de journée à tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.